Combien de secrets la Pandore d'Avatar recèle-t-elle? Examinons d'abord son apparence. Ne ressemble-t-elle pas à la Terre? Pourtant, ce n'est pas une planète, mais un satellite lunaire en orbite autour d'une planète géante. L'existence de la vie n'est un secret pour personne, mais la véritable magie réside dans le fait que Pandore possède un dieu connaissable, un être surnaturel omniprésent nommé Eva. Il semble être la conscience vitale de la planète. Si vous observez n'importe quel arbre avec une aiguille, vous verrez d'innombrables signaux se propager. C'est la conduction, semblable au système nerveux d'Eva. Chaque arbre est comme une de ses cellules, et pourtant il demeure dans un silence éternel, ne révélant jamais sa position ni n'interférant en quoi que ce soit. Son devoir est d'être mère nature. Tous les êtres sont égaux et équilibrés devant elle. Donc même si les humains la perturbent et sèment le chaos sur cette planète autrefois vers Émeraude, elle n'intervient pas. Contexte manquant, probablement en référence à Pandore, on ne peut qu'être choqué par ce miracle. La montagne flottante, un amas de rochers de différentes tailles, flotte dans les airs contre la gravité, contrairement à tout bon sens terrestre. Serait-ce l'œuvre de Dieu? En réalité, cela n'a pas grand-chose à voir avec elle, mais plutôt avec le trésor de Pandore. Cette planète recèle un minéral rare et unique dans l'univers. Le prix de ce minéral sur Terre est de 40 millions de dollars américains le kilogramme. Grâce à lui, l'humanité peut réaliser des avancées majeures dans les domaines des moteurs énergétiques matière-antimatière, de l'espace lointain, des voyages interstellaires et des communications supraluminiques. C'est précisément grâce à l'existence de minéraux supraconducteurs que Pandore possède deux reliefs uniques. L'un est l'Arche de Pierre, composée de concentrations extrêmement élevées de minerais de fer. Elle s'est formée il y a des milliards d'années, alors que la planète entière était encore à l'état de lave en fusion à haute température. Le minerai de fer a été attiré par l'anneau de champ magnétique supraconducteur souterrain. En refroidissant et en se solidifiant, la pierre a progressivement corrodé le minerai de fer. L'anneau est resté. Le centre de l'arche doit contenir du minerai supraconducteur. Le second est la montagne flottante. La montagne flottante contient du minerai supraconducteur, qui crée une répulsion avec le minerai supraconducteur des profondeurs de la planète, compensant ainsi la gravité. Ce principe est similaire au principe des trains à sustentation magnétique sur Terre, mais la technologie humaine est absolument incapable d'une telle lévitation. Seule la nature magique peut y parvenir, et des humains arrogants sont là pour s'en emparer. Comparons-la à la Terre dans Avatar. À l'heure actuelle, la Terre est un monde cyberpunk sans vie. Autour de nous, on ne voit que des gens et des objets fabriqués par l'homme, pas une once de verdure. La population est surpeuplée et la technologie est corrosive. Les ressources terrestres étant épuisées depuis longtemps, la faune et la flore se font rares. Dans ce monde froid, la société humaine s'est progressivement engourdie. Mur de bois, l'humanité bienveillante ne peut subsister que chez les personnes âgées, les faibles et les handicapés. Par exemple, cet homme en fauteuil roulant est. Les jambes d'un vétéran handicapé étaient atrophiées. Le pays n'avait pas pris soin de lui. Il était à court d'argent et vivait dans un sous-sol sombre. La vie n'avait aucun sens, et il se sentait vide et désespéré jour et nuit. Jusqu'à ce qu'un représentant d'une grande entreprise vienne le trouver et lui annonce que son frère jumeau avait été poignardé à mort. Ce dernier avait secrètement participé à un projet de recherche génétique visant à se rendre sur la planète extraterrestre Pandora pour créer un avatar. La grande entreprise a investi massivement dans ce projet et ne voulait pas qu'il échoue si facilement. Ils ont trouvé Jacques car il possédait les mêmes gènes que son frère et pouvait le remplacer. Lassé de la Terre, Jacques a naturellement accepté et a hiberné dans l'espace pendant 5 ans. À son arrivée sur Pandora, il a cru arriver sur une base militaire à cause du lourd équipement militaire omniprésent, comme s'il allait se battre pour une guerre mondiale. Tous ces éléments étaient engagés par de grandes entreprises pour éliminer tous les obstacles à la richesse. Sur Pandora, vivent les Nassis. Les indigènes de la région avaient juré leur mort, refusant de céder et s'opposer aux humains depuis des années. Bien qu'ils utilisaient encore des armes de l'âge de pierre, ils avaient également causé de lourdes pertes. L'air y était hautement toxique, et une personne pouvait mourir en le respirant directement pendant 4 minutes. La forêt abritait également des bêtes féroces, et même le général humain qui avait combattu avait failli y laisser la vie. Les humains, rompus aux méthodes de guerre, s'étaient donc préparés au pire dès le départ. Mais parallèlement, ils mirent en œuvre un autre plan, la diplomatie et les grandes entreprises, utilisant la génétique pour recruter plusieurs scientifiques de haut niveau afin de créer des formes de Binassis, appelées avatars. Ces derniers combinaient les gènes de plusieurs humains sélectionnés, leur permettant de se connecter à leurs propres avatars par le biais de leur conscience et de les contrôler à distance. Les grandes entreprises espéraient ainsi s'intégrer à la communauté Nassis et les persuader de déménager. La responsable de ce projet était une femme. Le médecin était compétent, mais avait mauvais caractère. Elle était très irritée par Jacques.
car elle appréciait les gens qui lisaient et détestait les soldats qui se battaient sans relâche. Mais contre toute attente, Jacques et l'avatar se connectèrent très facilement. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était entrée dans le corps de l'avatar et s'était transformée en une Nassis bleue avec de longues tresses et une queue. Plus important encore, ce corps avait des jambes saines. Jacques semblait avoir un cœur nouveau. Il ignora l'obstacle et sortit en courant de la pièce. Il courait de plus en plus vite. Le vent soufflait dans ses bras et la terre humide sous ses pieds. Le contact de chaque chose était réel et vif, tel un miracle. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ressenti cela. Après que l'avatar se soit endormi, Jacques reprit conscience dans son corps humain. Peu après son réveil, le général lui prit secrètement rendez-vous. Il lui expliqua qu'il n'avait jamais cru en la paix depuis le début. Il espérait que Jacques pourrait secrètement partir en reconnaissance et découvrir les faiblesses des Nassis afin que l'armée puisse. Le général promit à Jacques qu'il guérirait ses jambes une fois la mission accomplie. Jacques, un soldat, lui fit confiance et accepta. Après que Jacques se soit lentement adapté à son nouveau corps, la femme médecin l'emmena au cœur de la forêt où vivait le peuple Nassis. C'était comme un monde préhistorique avec une végétation immense et dense, des animaux étranges et colorés, un ciel bleu, des lacs et des cascades. Ces paysages, effacés de la surface de la terre par les humains, réapparurent sous les yeux de Jacques. Jacques observa tout ce qui se présentait à lui, et il ne sembla pas que ce soit l'enfer dont le général avait parlé. La médecin les conduisit à une cabane délabrée. Il y avait dirigé une école pour enseigner aux enfants Nassis la langue et la culture de la terre. Mais à présent, manuels et supports pédagogiques jonchaient le sol, et les impacts de balles dans le mur semblaient témoigner d'une tragédie. Tous trois s'enfoncèrent dans la jungle. Jacques semblait très intéressé par la nature, mais en jouant, il fit sursauter un monstre gigantesque. Il leva inconsciemment son arme. Le médecin s'empressa de l'arrêter. Ces animaux étaient appelés des requins-marteaux. Leur peau était d'acier, les balles ne pouvaient faire aucun mal. Leur agitation visait simplement à protéger leur territoire. Mais les voyant sur le point de charger, Jacques abandonna. Il pensait que c'était son aura qui les avait intimidés, mais en réalité, il craignait la bête derrière Jacques. C'était le prédateur terrestre suprême de Pandore, la bête tonnerre. Jacques était agile et réagissait rapidement, mais il faillit se faire tuer à plusieurs reprises. Finalement, il n'eut d'autre choix que de prendre un risque et de sauter d'une falaise, ce qui effraya Thunderbeast, ce qui lui infligea un coup supplémentaire. Bien qu'il fût temporairement en sécurité, il avait déjà perdu son équipe. Seul dans la jungle de cette planète extraterrestre, des dangers inconnus persistaient partout. Il coupa toutes les branches pour s'en servir d'arme, mais il ne s'attendait pas à ce qu'une flèche soit déjà silencieusement pointée sur lui. L'archer était une femme Nassis, le regard rempli de haine envers les envahisseurs.